L'IA, la goutte qui fait déborder le serveur, c'est l'intitulé de la deuxième table ronde avec un panel que je vais vous présenter dans quelques instants. Le sujet, c'est évidemment une question rhétorique, hein, l'IA, la goutte qui fait déborder le serveur. On ne va pas parler spécifiquement des data centers, même si on va aborder cette question. C'est une question qui est particulièrement importante parce que je remarque, étant observateur de ces questionnements dans le domaine du numérique, elle est très rarement abordée. Elle est très rarement abordée et pour autant elle est essentielle dans le sens où c'est un peu cette question qui va conditionner toutes les hypothèses qu'on peut aborder ensuite sur la post-vérité, sur le droit d'auteur, etc. Peut-être que la première question qu'il faut se poser, c'est la compatibilité écologique de l'IA générative. On parle d'IA et aujourd'hui on va spécifiquement parler d'IA générative. Le panel d'invités est forcément très engagé puisque je vous disais, on a très rarement des intervenants qui sont en capacité de parler de ce sujet. Donc je vais d'abord laisser la parole à Justine que je vais présenter en quelques mots. Justine Aymar est artiste. Elle présente son travail, 2 œuvres dans le cadre du festival. La première qui est ici, qui s'appelle Coexistence, et une autre, Hyper Fantasia, que vous trouverez sur le quai. Justine Aymar, je vais glisser, donc je vais tutoyer parce qu'on commence à connaître un petit peu. Tu travailles beaucoup sur les interactions humains-machines, sur les nouvelles formes d'intelligence artificielle, les nouvelles formes d'intelligence tout court. Tu travailles avec plusieurs laboratoires de recherche, c'est ce qui est très atypique dans ta démarche, associé à des laboratoires en France et au Japon. Et puis tu es en ce moment dans plusieurs projets, notamment l'exposition universelle à Osaka, où tu diriges la direction artistique du pavillon français. Bref, tu vas nous parler de ton projet. Je fais un tour de table, comme ça vous aurez vraiment tous les invités en tête. À tes côtés, tu as Vincent Courboulet. Vincent, tu es ingénieur et maître de conférence en informatique à l'Université de La Rochelle. Et tu as une deuxième casquette en tant que cofondateur et directeur scientifique de l'Institut du numérique responsable, avec des travaux de recherche. Tu m'as repris ce matin, c'est pas spécialité sur l'IA éthique, mais l'IA responsable, qui est vraiment un autre domaine, et tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Ensuite, nous avons Landia Egal, fondatrice de la société de production Tiny Planet. Et en plus, deuxième projet vraiment remarquable, au même titre que Amaury Laburte qui est à côté, tu as participé au projet CEPIR, le cas d'étude pour un immersif responsable, qui a analysé le domaine de la XR. XR, c'est l'acronyme qu'on va utiliser pour Extended Reality, les casques VR, les œuvres VR, etc. Et puis, Amaury Laburte, entrepreneur, tu as créé il y a quelques années un studio qui s'appelle Novelab. Maintenant, tu es dans la même société que Landia, Tiny Planet, et tu as également participé à CEPIR, cas d'études pour un immersif responsable. Donc on va aborder pas mal de sujets aujourd'hui, mais évidemment pour comprendre un peu ce qu'est l'IA générative, j'aimerais bien qu'on prenne un peu de recul sur déjà un mythe qui est très fort dans l'IA générative, qui est la productivité, le mythe de la productivité, produire plus vite. Et je crois que le travail de Justine s'inscrit vraiment dans cette démarche de prendre à contre-pied les imaginaires qu'on peut d'ailleurs retrouver dans ces affiches où Justine, tu me disais que tu n'étais pas forcément très à l'aise en voyant ces affiches de films. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton travail? Et puis ensuite, on va parler peut-être de la méthodologie, la façon dont tu travailles concrètement avec cette problématique en tête. Et puis on prendra peut-être un dézoom avec Vincent. Bonjour à toutes et tous, merci pour l'invitation. Alors, je suis très heureuse d'intervenir ici et d'autant plus très honorée puisque une de mes œuvres, Coexistence, est présentée dans l'exposition IA Double Jeu. Et donc, j'ai aussi une autre œuvre par laquelle j'aimerais commencer la présentation très rapide, mais que je présente sur le quai, donc dans le cadre du festival Lumière sur le quai. Ce matin, on a entendu beaucoup de choses autour d'imaginer le futur, donc en fait de se faire une sorte de projection. Et quand on imagine ce futur, on projette des images et des images qu'on va imaginer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette idée de l'origine de l'image, à la fois dans notre cerveau, en fait, comment est-ce qu'on va construire
une image, une représentation mentale. Il y a des gens qui en sont dépourvus, ça s'appelle la fantasia, donc c'est les gens qui sont incapables de se représenter une image. Et puis il y a l'inverse qui est l'hyperfantasia, qui sont les gens qui peuvent avoir des images mentales hyper déployées, hyper réalistes. Et c'est le titre de cette œuvre, parce qu'en fait c'était l'idée de mettre en scène une forme d'image qui va s'extruder depuis ses origines et qui va être amener aujourd'hui à des nouvelles façons, des nouvelles technologies pour produire de l'image. Et ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de faire un bond de 38 000 ans de technologie de l'image, depuis le fond des grottes, depuis l'origine des premiers pigments apposés sur la paroi, jusqu'à aujourd'hui des nouvelles façons de créer des images avec des réseaux de neurones génératifs et des machines qui vont nous aider à nous propulser au-delà de ce qu'il est possible dans la représentation humaine. Et notamment, ce matin, on a beaucoup évoqué la projection dans le futur et le fait de spéculer sur le futur. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la spéculation sur le passé, notre histoire, et comment est-ce qu'on peut relire certaines choses sur lesquelles on avait un petit peu figé des interprétations, et notamment la préhistoire, qui est un champ qui m'intéresse énormément, puisqu'en fait, on n'aura jamais les réponses. Et donc, c'est ce projet Hyperfantasia que j'ai construit dans une collaboration avec la conservation de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, qui a été aussi tout un travail de recherche sur comment générer ces images, et notamment quand on parle de préservation de peintures préhistoriques, on ne peut pas entraîner ces réseaux de neurones sur des serveurs qui réchauffent la planète on ne sait pas où. Donc on parlera un peu des serveurs quand même, parce que c'est trop intéressant. Mais c'était cette idée d'avoir une démarche peut-être d'aller me renseigner sur comment est-ce que ce projet artistique, parce qu'on est vraiment à l'échelle d'un écosystème de la création d'une œuvre, peut-être avoir un peu plus conscience de son impact et de la manière de fabriquer des images. Tu peux présenter le deuxième projet, puis je reviendrai après, je vais te questionner sur la manière de produire. Ouais. J'ai mis beaucoup de slides, mais je les passe vite. Et donc, juste après, on évoquera le projet que j'ai créé avec Vincent Courboulet, qui m'a donné une sorte d'ultra-conscience de l'impact et de la responsabilité du numérique. Enfin, Vincent m'a ouvert un vortex. Et suite à ça, je me suis retrouvée un moment, mais en fait, on ne crée plus rien. En fait, si on doit toujours... Déjà, la création, c'est quelque chose qui demande, qui parfois est difficile, compliqué. Et en fait, je me suis retrouvée à me dire, mais on peut être bloqué aussi parce qu'on a peur de l'impact de tout ça. Et donc, en fait, ce qui est hyper important quand on est artiste, c'est que on ne peut pas changer le monde. On peut réfléchir à une façon globale, c'est très compliqué, mais on peut réfléchir au niveau de l'écosystème de l'œuvre, et notamment au niveau de l'écosystème de l'ordinateur. Et je voulais parler de ce projet que j'ai créé cette année, Chimera, qui est en fait un jeu vidéo où je me suis dit, une des données du jeu vidéo, ça va être l'activité de la carte graphique de l'ordinateur, donc l'activité qui génère l'image. Et en fait, tout l'écosystème qui est représenté dans ce jeu vidéo va évoluer en fonction des couches de l'image qui sont rendues, et notamment des avatars qui vont nous permettre d'enlever des couches de rendu dans l'image, donc de revenir dans une sorte d'anatomie de comment un jeu vidéo est composé, et comment est-ce que l'écosystème virtuel, qui est très chaud parce qu'au début il y a beaucoup de rendu, il y a beaucoup d'effets, et les créatures elles marchent tout doucement parce qu'elles sont complètement fatiguées, et au fur et à mesure on va aller vers une épure de l'image où en fait on descend et on voit que la carte graphique descend. Et c'était hyper intéressant de se dire que dans le médium, par exemple, du jeu vidéo, qui a quand même une dimension ludique et de mission, de tâches à accomplir, on peut aussi évoquer cette présence du numérique qui ne flotte pas dans l'air, mais qui est incarné en fait dans une machine. Et en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de trouver des vraies correspondances entre ce qui se passe physiquement dans le monde avec un ordi qui est en train de chauffer là, dans un lieu d'exposition,
et le jeu, et comment est-ce que le spectateur peut directement impacter ça. Donc il y a voilà, des mondes qui se succèdent, et au fur et à mesure on enlève les textures, donc on voit que la carte graphique elle descend bien, et on finit dans un monde en wireframe qui est en fait juste la structure de l'image. Et donc après, c'est tout un projet avec un écosystème, avec des sortes de chimères avatars que j'ai générées grâce à une intelligence artificielle en ligne. Et là, je me suis dit, aïe, 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 impact, eau, énergie, enfin, il y a vraiment quelque chose de très... enfin voilà, quand on se pose des questions, on se dit, mais voilà, j'ai généré quelque chose qui a été fait quelque part et qui a eu un impact. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi le rapport. On parle beaucoup de l'électricité. On a eu un blackout tout à l'heure. On s'aperçoit que quand on coupe le jus, il n'y a plus d'œufs dans l'expo. Mais on parle assez peu de l'eau. Et je crois que c'est une des thématiques qui nous a vraiment rassemblés. Parce qu'on s'est rencontrés à La Rochelle aussi. Mais en fait, j'ai travaillé toute une série de sculptures en pétrification. Donc c'est en fait une technique ancestrale où en fait on va déposer des objets ou des moules sous une chute d'eau calcaire. Et c'est le calcaire qui va se déposer à la surface des sculptures. Et qui, en fait, c'est comme si... la nature donnait une texture à ces impressions 3D et reprenait un petit peu ses droits sur ces avatars qui ont eu une certaine consommation quelque part dans le monde, mais qui était pour moi comme ça une forme de rituel aussi pour me réapproprier cette dimension de l'eau. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'opposition pour moi entre la nature et le numérique. Tout est nature autour de nous et le numérique fait partie de la nature, mais en fait, je trouve intéressant lorsqu'on peut expliciter aussi et trouver des formes qui vont amener ce lien. Et ce qui nous amène au chant des sirènes. Peut-être qu'on peut se le garder. Je vais te poser quelques questions déjà sur ta démarche. Je sais que l'IA générative, malheureusement, c'est des sujets qui sont un peu techniques. Et malheureusement, il faut quand même s'intéresser un petit peu à la technique pour comprendre vraiment les effets de l'impact de l'IA générative. C'est obligatoire. Et quand on regarde vraiment le travail de Justine, qui est évidemment très éloigné de tout l'imaginaire que vous pouvez avoir, encore une fois, sur le mythe de la productivité, on va supprimer des emplois et finalement ça va plus vite, on peut créer plus de choses. Là, conceptuellement, on a quelque chose de très fort, esthétiquement aussi, évidemment. Et puis surtout, il y a un alignement. Quand on a déjà discuté de ça ensemble, tu me disais que tu cherchais, toi, l'alignement sur produire quelque chose de juste et être juste dans ta pratique. Tu as parlé du serveur, mais il n'y a pas que le serveur, il y a le type de modèle. Est-ce que tu peux évoquer peut-être l'impact du modèle, du type de modèle, et puis aussi le serveur, est-ce que c'est du cloud computing, est-ce que c'est du local, au moins sur ces deux notions, type de modèle et type de serveur. En fait, moi, quand je travaille, j'entraîne moi-même mes propres réseaux de neurones pour en fait, maîtriser toute la chaîne de production. Parce que en fait, ça m'intéresse aussi de travailler la base de données. Donc, par exemple, pour ce projet avec la grotte Chauvet, j'ai travaillé avec les scientifiques qui m'ont donné accès à leur base et j'ai refait des corpus, j'ai refait des bases de données, puisque ça va orienter les résultats. Et en fait, c'est énormément de temps. Moi, le rapport au temps avec l'IA, justement, il est complètement dilué. Et ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas du tout de rapport à la productivité et à gagner du temps, mais au contraire, ce temps, je l'accentue, je le dilue. Et c'est ça que j'adore, c'est que je prends le temps de faire les choses parce que ça nécessite énormément de temps. Et entraîner des réseaux de neurones, c'est très lourd, ça consomme beaucoup. Et puis, c'est cher aussi. Enfin, moi, j'avais un budget entraînement parce qu'en fait, soit il faut louer des ordinateurs en local ou des serveurs de cloud computing. Et là, ça me posait énormément de soucis. Donc, j'ai trouvé une compagnie de serveurs à Paris avec qui je pouvais avoir vraiment ce rapport de maîtrise. Et puis, en fait, le projet, il est aussi né parce qu'il y avait la dimension du coût et de savoir que mes images étaient entraînées sur des serveurs qui redistribuaient la chaleur tout autour. Et les modèles que j'ai choisis sont des modèles aussi assez simples. Là, pour l'image, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de retrouver une cohérence de forme. J'aurais pu aller beaucoup plus loin, partir dans tous les sens, mais voilà, il y avait un rapport aussi à comment je maîtrise ce projet et pour pas faire n'importe quoi et pas envoyer ces images sur des serveurs en Chine. Ouais. Il y a des mots un peu techniques, malheureusement, je vous avais prévenu. On parle de datasets souvent, c'est-à-dire de données, etc. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre quand même sur l'IA générative, c'est que il y a peut-être une vraie différence, une différence fondamentale dans l'impact écologique dans un travail comme celui de Justine,
que dans l'usage que tout à chacun peut avoir de Midjourney, par exemple. C'est aussi dans justement la constitution de ce dataset. Est-ce que, Justine, tu veux bien nous expliquer quelle est la particularité entre ton dataset à toi, tu l'as dit, tu l'as sélectionné, et le dataset que tout à chacun utiliserait, qui est issu de l'ensemble des données d'Internet, par exemple? La particularité, c'est qu'on ne sait pas. Souvent, c'est un peu la boîte noire de l'IA, qui est d'ailleurs un des sujets de l'expo, mais on n'a pas forcément connaissance des données sur lesquelles ont été entraînées les IA qui sont disponibles en ligne. Alors certaines sont transparentes, d'autres non. Et notamment, il y a eu des réalisateurs hollywoodiens qui se sont plaints en disant « mais je reconnais des choses de mes films ». Donc ça pose aussi la question du droit d'auteur. Moi, ça m'intéresse à plein de niveaux de maîtriser ma base de données et déjà de comprendre comment est-ce que la machine fonctionne, de savoir de quelles images on part. Et puis, il y a un processus aussi presque scientifique, même si c'est une œuvre artistique, on est dans autre chose. Mais j'ai travaillé avec les conservateurs de la grotte qui ont aussi regardé ces images avec moi. Et ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que c'était ce phénomène, la machine, en fait, elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Elle recrée des pixels et des formes par rapport à ce qu'on lui donne. Mais c'est comment l'œil humain va venir sélectionner une image qui fait sens par rapport à notre cerveau qui va chercher ce phénomène de pareidolie à recomposer des images, des choses qu'il connaît, et puis aussi par rapport à toute l'histoire de l'humanité, puisque l'IA, enfin l'œuvre et l'histoire de l'art, en fait, c'est une œuvre humaine. Donc, en fait, les IA n'auront jamais conscience de qu'est-ce qui constitue, en fait, notre humanité. Ouais. Je crois, non, mais c'est pas grave. C'est, disons, la durabilité dans son sens très large, dans son acception large. Je crois qu'il y a une dimension aussi qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas parce qu'on utilise le mot IA générative que forcément on a une démarche de destruction de la planète. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose de beaucoup plus raisonné. Et le dataset, comme l'usage du serveur, peut-être que tu peux nous en parler aussi. Qu'est-ce que c'est un serveur local, la différence avec le cloud computing? Si on travaille sur un dataset plus court, déjà, on n'est pas du tout dans la même démarche que si on travaille sur un dataset qui va générer une consommation énergétique très, 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 très dense. Comme les cartes graphiques d'ordinateur aussi. Les fameux GPU. Ouais, le GPU, on a eu récemment tout l'emballement des NFT avec ces machines qui venaient, et c'est vrai, et ça a ouvert un peu les yeux sur ça, je pense. Des ordinateurs qui vont générer de l'argent. Alors ça fascine les gens parce que ça parle d'argent, mais c'est ce que j'ai aussi voulu montrer dans ce projet dans Chimera, c'est-à-dire on n'a jamais en fait un feedback de ce que la machine est en train de faire. Enfin, moi j'aime bien dans tous mes projets artistiques qu'on voit la machine en train d'apprendre ou qu'on ait une fenêtre sur ce qui est en train de se passer. Quand on utilise un médium comme le numérique, en fait, je pense que je l'utilise pas dans l'artificialité de ce que ça peut créer, mais vraiment comme médium à part entière, et de pouvoir illustrer ce qui se passe et comment est-ce que dans un monde virtuel on peut avoir une action qui a un impact sur un objet physique. Moi, ça me fascine complètement ce genre de lien. Mais là, voilà, c'est une carte graphique qui tourne dans un ordinateur, c'est des ventilateurs qui vont la refroidir, c'est à l'échelle des data centers de l'eau en quantité pour venir aussi créer cet effet de refroidissement. Donc en fait, il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on ne peut pas maîtriser, mais je trouve que c'est dommage de ne pas s'intéresser à celles qui, à notre échelle, peuvent, en tout cas assez facilement, être... Ouais. Et puis, il y a peut-être aussi la nuance à trouver partout. Je vais vraiment garder ce terme de zone grise ou de voir les choses en gris, mais ça me semble vraiment important parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur des serveurs locaux. Et puis finalement, aujourd'hui, on va apprendre que les big tech, en première tête de proue, évidemment, Apple va travailler sur une intelligence en local, entraînée sur le iPhone 16, pour ne pas le nommer. Mais finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on va produire beaucoup plus de iPhone 16 pour changer le parc. Donc, il y a vraiment à chaque fois de la nuance à trouver. C'est pas parce qu'on travaille sur du local que forcément, derrière, on va avoir de l'impact. Bon, bref, c'est vraiment de la nuance. Et on en retombe, à mon avis, et là, je vais faire la transition avec le sujet, le chant des sirènes, sur la matérialité et la matérialité du numérique. Peut-être aussi un mythe qui est très fortement ancré. C'est-à-dire qu'on oublie peut-être une forme de volatilité du numérique. On oublie avant tout que le numérique, c'est... Il n'y a rien de plus matériel que le numérique. Et peut-être que vous pouvez nous parler du chant des sirènes. Vincent, Justine? Alors, c'est un projet de résidence qui a été fait pour qu'on se rencontre avec Vincent.
qui était vraiment ce projet entre l'Université de La Rochelle, le Stéréolux à Nantes, et qui était un artiste et un chercheur qui se rencontrent. Et nous, on a décidé de créer une conférence performée. Alors, c'est plutôt un prototype qu'on a créé parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais c'était une performance qui nous a permis d'aborder tous les sujets qu'on avait à aborder ensemble. Ils étaient très nombreux, on a beaucoup parlé. Et il y a eu une première restitution et puis un débat. Et aussi, je vais montrer après, mais un illustrateur qui a illustré aussi tout notre parcours en résidence, tout ce qu'on s'est raconté. Et en fait, c'était absolument passionnant. Je ne sais pas, Vincent, peut-être tu veux... Peut-être sur quels axes vous avez travaillé, Vincent Oh là, les axes, il a déjà fallu les choisir. Bonjour, merci de l'invitation. Voilà. Je suis effectivement ravi d'être là, et surtout parce qu'il y a Justine, et je pense que s'il avait manqué un des deux, je pense que la cohérence du propos aurait été un petit peu biaisée. Dans ce qu'a dit Justine, elle a utilisé plusieurs fois la notion de comprendre, elle avait besoin de comprendre, et en fait, moi je suis enseignant-chercheur, et en tant qu'enseignant-chercheur, on a besoin de comprendre, et on a aussi besoin de transmettre. Et là aussi, je crois que c'est toi, ou je ne sais plus lequel des deux, a utilisé le mot alignement. À un moment donné, quand on a pour mission, pour métier de comprendre et de transmettre, et on essaye aussi de s'aligner et de trouver tous les moyens possibles pour essayer de creuser ces notions-là, et pas simplement s'arrêter à des publications qui sont lues par à peu près 4 personnes, dont moi. Donc j'essaie de trouver des moyens qui sont justement qui nous sortent de l'ordinaire et qui nous obligent à penser différemment, qui nous obligent à pas avoir le monde en blanc ou en noir, mais aussi en gris. Et juste effectivement ces collaborations, ces échanges dans lesquels le sujet passe de tiens, où est-ce qu'on va manger des huîtres ce midi à c'est quoi finalement l'impact du numérique, c'est hyper enrichissant. Et cette résidence-là, ou en tous les cas cette conférence performée, finalement c'est le résultat d'un long parcours intellectuel dans lequel j'ai appris à connaître Justine, et puis après elle m'a posé des tas de questions sur cette fameuse matérialité du numérique, parce que le fonctionnement même du numérique, c'est une industrie qui fait rêver, c'est une industrie qui est là pour remplacer des emplois, c'est une industrie qui est là pour faire croire qu'elle n'est porteuse que de solutions, et que si vous avez un problème, à partir du moment où vous numérisez, vous dématérialisez, etc., c'est la solution, avec le L majuscule et le S majuscule. Et de façon assez quand même intéressante, parce qu'on va taper sur le numérique, mais voilà, il a fallu des dizaines et des dizaines d'années avant qu'on comprenne le côté néfaste de l'industrie automobile, de l'industrie du tabac, de l'industrie du bâtiment, etc. Finalement, le numérique en soi, même si on est tous d'accord, il est né pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a vraiment connu une accélération au milieu des années 90, et qu'à peine 30 ans plus tard, on est aujourd'hui en train de parler de cette matérialité, on a des artistes qui s'emparent du sujet, donc finalement ça va assez vite. Et quand j'ai évoqué à Justine l'ensemble de toutes les problématiques, on est évidemment rapidement tombé sur la notion de gaz à effet de serre, sur la notion de carbone, mais, et c'est ça qui est très enrichissant aussi, c'est qu'il y a énormément d'autres indicateurs, tant environnementaux que sociaux, que économiques, qui sont aussi dans le rouge avec le numérique. Mais parce que le monde n'est pas que noir ou que blanc, le numérique n'est pas que problème ou n'est pas que solution. Et finalement, je sais pas comment c'est venu, mais à un moment donné, la notion de sirène est arrivée de façon assez naturelle. Une sirène, c'est à la fois l'être fantasmagorique ou légendaire qui attire par un chant des marins pour l'amener vers des écueils, et puis évidemment le faire couler. Donc on a ce côté un petit peu, ce côté très séducteur, ce côté très attractif. Mais on a aussi la sirène qui est censée nous alerter. Et en fait, ce côté très ambivalent, on a testé d'autres, on a discuté sur d'autres figures, on a discuté sur le côté de Dr Jekyll et Mr Hyde, on voulait avoir ce côté très ambivalent du numérique, et ce côté sirène est venu assez naturellement, et en plus on était à La Rochelle, et en plus le numérique avait énormément d'impact sur l'eau. Donc en fait, il y avait tout un faisceau
d'éléments qui nous a vraiment poussé à creuser ce sujet-là, la présence de l'aquarium, la présence de l'eau, la présence de l'impact de l'eau. Et donc on s'est vraiment amusé avec cette conférence performée pour essayer d'une manière ou d'une autre de traduire la matérialité du numérique et surtout ce côté ambivalent. Voilà, c'est pas que problème, mais c'est surtout pas que solution. C'est le fameux pharmacone de Stigler. Le remède et le poison. On a rien inventé. Est-ce que sur la matérialité, quand même, on peut essayer de préciser, on parle de quoi? On a évoqué les GES, gaz à effet de serre, et puis on sait qu'aujourd'hui, on parle plutôt de limites planétaires. Dans les limites planétaires, évidemment, il y a la dimension de l'eau, le cycle de l'eau. Mais concrètement, on parle de quoi quand on parle de matérialité? On parle d'infrastructures, d'équipements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? On parle de tout, mon général. On parle de tout. On parle du numérique, qui est en fait un service très abstrait. D'ailleurs, on ne devrait pas parler du numérique, on devrait parler des numériques, parce qu'il n'y a pas qu'un seul numérique. Mais le numérique en soi, c'est depuis le premier coup de pioche pour extraire du cuivre, du tantal, du cobalt, des 80 métaux qui sont présents dans cet ordinateur et que vous pouvez retrouver sur un stand juste un peu plus loin là-bas sur les impacts du numérique. Vous retrouverez des vieux souvenirs de physique, de collège avec le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Donc c'est surtout du matériel parce que il faut du plastique, il faut du pétrole, il faut du cobalt, il faut de l'or. Voilà. Après, on a évidemment des problématiques. Alors, problématiques environnementales et sociales, avec déjà des problématiques d'utilisation de l'eau. Après, on a les usines, les fabrications, en Asie du Sud-Est, la dépendance, la souveraineté, les usines de 100 000 personnes, l'exploitation, les stages obligatoires, les heures non payées, enfin, je vous en passe des 100 et des 1000. Après, ça arrive chez nous, pays occidentaux, etc., avec économie de l'attention, surconsommation, pornographie, présence de la femme. Regardez, Justine me le faisait remarquer, mais regardez la manière dont les femmes sont représentées sur ces affiches et la manière dont les hommes sont représentés sur ces affiches. C'est ultra symbolique de finalement ce qu'est le numérique encore aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la notion de déchets, où 2/3 des déchets autour du numérique, des déchets d'équipements électriques et électroniques, sont aux mains aujourd'hui des mafias et finissent dans vous verrez des images des photographies assez marquantes de ce qu'est aujourd'hui la matérialité du numérique. Donc ça, c'est sur tout le cycle de vie, il y a des impacts environnementaux, sociaux et économiques. On a l'impression que ça crée des emplois, mais honnêtement, ça en fait aussi disparaître beaucoup. On parle toujours d'iceberg du numérique. Le numérique, en fait, on n'en voit que les quelques petits pourcents qui émergent et on ne voit pas tout ce qui est sous la surface de l'eau, justement. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis après, des chiffres clés. 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. On est aujourd'hui sur 1% de l'énergie mondiale, de l'électricité mondiale qui passe dans les data centers. Ce chiffre de 4% est appelé à avoir une augmentation sous quelques années seulement de l'ordre de 50%. À cause de quoi ? À cause de l'IA générative et à cause des crypto-monnaies. Donc voilà, on est sur des épuisements rapides et massifs de toute une série de ressources qui deviennent aujourd'hui de plus en plus rares, qui sont consommées par le numérique. Voilà. Donc j'ai peut-être une question. Là, on a fait un gros dézoom et c'est toujours très compliqué quand on parle d'IA générative parce que, en l'occurrence, d'une, ça va très vite. En l'espace de quelques mois, les chiffres sont plus les bons. Et puis, quand bien même, est-ce que c'était les bons chiffres au début? Et de deux, je trouve qu'il y a une vraie opacité de la part en l'occurrence des big tech. Par exemple, si on parle vraiment des premiers producteurs de ces IA génératives. Par exemple, de façon très concrète, on parle aujourd'hui des chiffres que tu nous as donnés sur les GES. Est-ce qu'on peut vraiment projeter? Est-ce qu'on a des vraies estimations? Qu'est-ce qu'a vraiment demandé l'entraînement de ChatGPT, pour rester sur une marque que tout le monde connaît, OpenAI? Qu'est-ce qu'a demandé vraiment comme ressource ChatGPT? Au fond, personne ne sait vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie opacité de la part de ces géants de l'industrie du numérique. Oh, est-ce que tu confirmes? Ah oui, non, carrément. On sait peu les données, on sait peu le temps que ça passe. En fait, c'est des secrets. Enfin, je veux dire, pendant des décennies, la recette du Coca-Cola, voilà. Pendant des décennies, l'impact de l'industrie du sucre, voilà. Enfin, l'industrie de l'impact du sucre dans l'industrie agroalimentaire. On est sur aujourd'hui des enjeux qui se chiffrent tout de suite en milliards pour une boîte qui a quelques années à peine.
Donc on est sur des secrets industriels, on est aujourd'hui sur des enjeux qui clairement sont hors de propos et nous dépassent. Mais je vais être naïf, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir une telle opacité, vu l'ampleur de ces enjeux? Bien sûr, parce qu'il suffit de savoir, il suffit de faire sortir d'un périmètre de données des éléments d'apprentissage ou des éléments financiers, puis ça passe sans aucun problème. Ils sont dans la légalité, hein, la plupart du temps, ils sont dans la légalité. Et puis en plus, ce que vous disiez tout à l'heure est particulièrement vrai, c'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui s'avérera complètement faux dans 4 mois. Je vous donne un exemple simple. Il y a une architecture de modèles d'intelligence artificielle générative qui change de paradigme. Avant, on était sur des LLM, donc des Large Language Models. Bon, ok, ça consommait beaucoup. Il y a une nouvelle architecture qui sort qui s'appelle, et là encore, ça me fait rire, le Liquid Language Model. Les modèles d'IA générative, enfin des modèles de langage liquide. L'impact énergétique de ces nouvelles architectures à performance équivalente, c'est une chute de 95% de l'impact énergétique. Donc ce qui est vrai aujourd'hui avec des prospectives de si on va comme ça dans 2-3 ans, on va doubler la facture énergétique ou on va doubler les émissions de gaz à effet de serre, c'est faire complètement abstraction de l'imaginaire ou de la créativité des chercheurs qui, confrontés non pas à des enjeux environnementaux en disant mon Dieu, on est en train de détruire la planète, non, là on est purement sur des enjeux économiques. Baisser de 95% les émissions carbone, c'est baisser quasiment d'autant la facture énergétique. Donc vous voyez qu'il y a un vrai intérêt à être vertueux aujourd'hui dans ce monde. C'est ultra cynique ce que je dis, mais tant qu'il y aura un alignement environnemental qui se fera avec un alignement financier, vous pouvez être certain qu'on va continuer à creuser sur ces réductions d'impact. Oui, et ce qui me paraît compliqué, par exemple, si on parle de spécifiquement les GES et qu'on garde cette focale GES IA générative, c'est que typiquement les investissements aujourd'hui qui sont faits par les géants américains, Big Tech, on voit qu'ils sont en train de racheter des centrales nucléaires qui sont a priori qui vont pas polluer, en tout cas sur ce critère de GES. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est très facile de dire on sort. Ça veut dire que maintenant, l'impact gaz à effet de serre majoritaire, il est dans la fabrication des équipements. Et à partir du moment où vous n'êtes pas responsable de la fabrication des équipements, sauf à prendre sa responsabilité du bilan carbone de l'impact de la fabrication, vous pouvez très bien dire c'est pas nous. Nous, on est très clean. On utilise de l'énergie nucléaire en termes de gaz à effet de serre et c'est pas nous qui fabriquons. Nous, on est propre. Hein. Est-ce que tu pourrais nous conseiller, j'ai vu un rapport qui s'appelle Data for Good et qui parle de l'IA générative, qui date un petit peu déjà d'il y a 1 an. Est-ce que tu as des études, des statistiques qui te semblent suffisamment solides pour les communiquer ou auxquelles on pourrait faire référence? Non. Non, c'est clair. Enfin, je suis désolé, mais aujourd'hui, on est capable d'avoir des papiers scientifiques qui sont capables de dire la génération du texte. Oui, ça, c'est une diapositive. Si jamais vous n'avez pas le moral, vous regardez celle-là, vous comprendrez pourquoi. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des papiers qui, en toute légitimité, sont capables de dire la génération de texte et d'images par une IA générative est beaucoup moins polluante que la même texte et la même image générée par une personne, de l'ordre de 100 à 1000 fois moins d'impact pour un texte ou une image générée par l'IA générative. Et dans le même temps, et c'est vrai, hein, parce que ça va beaucoup plus vite, etc. Et dans le même temps, on est capable de dire que l'IA générative va être à l'origine d'une augmentation, enfin doublement quasiment, des émissions carbone ou de la consommation de l'électricité nécessaire au data center. Donc, en fait, on est capable de dire tout et son contraire en ayant parfaitement raison. C'est la même chose que quand on disait la 5G, c'est moins consommateur que la 4G, et la 5G va être plus consommatrice que la 4G. Ces 2 phrases, j'ai raison de les dire, j'ai pas tort, j'ai vraiment raison de les dire. Il faut après creuser dans le détail, mais vous comprenez bien que déjà en tant que chercheur, ça veut dire qu'il faut prendre du temps pour expliquer, mais alors en tant que citoyen, c'est juste l'enfer sur Terre. C'est inaudible. C'est inaudible. Il y a un aspect quand même, souvent on dit dans les milieux, enfin pas forcément militants, j'allais dire militants, mais on dit il n'y a pas de transition environnementale sans justice sociale. Et je trouve aussi que ce qui est très intéressant sur l'IA générative, c'est de revenir à ces fondamentaux. On a parlé un peu de l'économie, de la déstabilisation des économies, très intéressant évidemment. Peut-être sur l'aspect social, il y a une installation sur le quai qui parle des travailleurs du clic. Est-ce que Vincent, tu peux nous parler rapidement des travailleurs du clic ou rapidement ce que c'est et où ils sont situés pour qu'on comprenne aussi que derrière,
non seulement la matérialité, il y a aussi l'humanité. Ouais, on est tous travailleurs du clic quand on a, par exemple, dans un site, on s'inscrit dans un site et puis on dit on va vérifier que vous êtes bien humain, regardez ces 9 images et cliquez sur l'endroit où vous avez des feux ou des petits chats ou de ce que vous voulez. Vous êtes travailleur du clic. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande de travailler gratuitement pour dire aider la machine à mieux savoir si à tel endroit il y a bien tel élément ou à tel endroit il y a bien tel autre élément. Donc on est tous travailleurs du clic. Mais ça, à la limite, c'est du donnant-donnant. On vous donne accès à un service, vous faites un petit bout de travail. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que la majorité des IA génératives, la majorité des services même qu'on utilise depuis des décennies, en fait, sont entraînés, sont modérés par des gens qui, très souvent à l'autre bout de la planète, très souvent dans des conditions, pour ne pas dire toujours dans des conditions de précarité, doivent par exemple déterminer si cette séquence vidéo c'est un viol, cette image c'est un meurtre, ces propos sont violents, xénophobes, racistes, tout ce que vous voulez. Et ça, vous avez des gens qui apprennent à la machine à étiqueter ces données-là. C'est d'une violence sans nom, c'est payé évidemment rien du tout, c'est piloté très souvent par des gros opérateurs mondiaux, et je vais pointer du doigt évidemment Amazon avec son Amazon Mechanical Turk. Et là, si vous avez 3 minutes pour me laisser faire une petite digression historique, je la ferai avec plaisir. Mais aujourd'hui, ces travailleurs du clic, ils doivent fournir leur ordinateur, leur bande passante, leur abonnement. Ils doivent faire le boulot. Leur santé mentale. Leur santé mentale. Ils doivent faire le boulot. Très souvent, d'ailleurs, c'est des femmes seules qui font ça en plus de leur travail, etc., etc. Ils doivent faire le boulot. Le jour où ils ont une panne d'ordinateur, etc., c'est pas grave. Il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre la suite. C'est de la chair à canon, c'est de la chair à numérique. On est là-dessus. Tout ça pour que nous, dans notre fauteuil, on ait l'impression que le service, il est intelligent. Mais voilà, à un moment donné, l'intelligence, on est obligé d'apprendre. Je te laisserai faire tout à l'heure ton... Merci. La petite anecdote, j'imagine, sur le turc mécanique, j'imagine que c'est ça. Mais avant, si on parle de tout ça, c'est parce que c'est très difficile. On a souvent des chiffres, et potentiellement des chiffres qui ne sont pas forcément... On ne connaît pas vraiment la solidité de ces chiffres, et pour autant, quand on parle vraiment de l'impact environnemental de l'IA générative, ce qu'il faut vraiment aussi prendre conscience, c'est encore une fois le coût social, le coût humain, parce que c'est ça qui donne de la cohérence, à mon avis, à ce sujet. Peut-être un dernier chiffre qui va être peut-être plus parlant pour nous tous, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Honnêtement, personne ne sait ce que c'est. Voilà. Par contre, un truc qui est, vous avez peut-être entendu parler des fameux 2 tonnes auxquels on aurait droit, vous savez, les 2 tonnes du crédit carbone. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez travaillé un tant soit peu avec un ordinateur, c'est pas forcément être un expert numérique, mais si vous travaillez avec un ordinateur toute la journée, eh bien, en France, par an, votre usage pro plus perso, on est à peu près à une demi-tonne d'émissions de gaz à effet de serre, juste parce qu'on travaille avec un ordinateur et le soir, on se détend avec un ordinateur. Un smartphone, un compteur Linky, vous pouvez... Voilà. Mais là, voilà, moi, ma vie, mon œuvre, c'est 25% de mon crédit carbone qui passe dans le numérique. Là, c'est tout de suite beaucoup plus... ah oui, quand même. Donc, c'est pas plus grave que l'habillement, c'est pas moins grave que l'alimentation, c'est pas un périmètre complètement différent que des transports, c'est juste un élément à prendre en compte en plus. J'essaye pas de voir des jugements de valeur ni des jugements de classement, mais ce dont on parle, c'est pas un épiphénomène, vraiment. Vincent, tu peux passer la parole à Landia ? Je te passe la parole. Merci. Je pensais qu'il y avait qu'un micro, j'avais pas vu. Landia, on va peut-être parler d'une initiative, on va mettre les pieds dans le plat. Là, déjà, on a une vision du sujet qui est une focale assez large pour qu'on comprenne un peu l'ampleur du numérique et de cette question de l'empreinte écologique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qu'est CEPIR, dans le sens où le cas d'étude pour un immersif responsable, donc encore une fois ce qu'on appelle la XR, a vraiment été un modèle du genre dans le calcul que peut avoir une technologie, un secteur d'activité, et comment peut-être vous avez procédé pour arriver à ça. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, on est très contente de revenir au Quai des Savoirs. Alors, donc, nous, avec Amaury, donc je vais dire nous, en fait, on se connaît depuis une dizaine d'années. On travaille dans la création d'œuvres immersives en réalité virtuelle, augmentée, mixte depuis 10 ans. Et en
2019, on commençait à avoir une certaine dissonance parce que déjà on allait d'un festival à un autre, on passait d'un rooftop à New York à un yacht à Cannes, il y a une station de ski à Sundance, etc. On se disait il y a quand même un petit problème, c'est toujours les mêmes gens, on se donne des prix entre nous, voilà. Et donc à un moment donné, moi, j'ai commencé à me plonger dans toutes les vidéos de Jean Covici, les bouquins d'Aurélien Barraud, etc. Et je me suis dit, mais en fait, et à faire une fresque du numérique, et à me dire, non, mais en fait, il y a quand même des liens entre ce que je fais en créant des œuvres en réalité virtuelle qui peut-être vont rencontrer du succès et donner envie à des gens de s'équiper de casques et développer ce nouvel usage du numérique dans un pays où on est déjà suréquipé. Et donc, en fait, moi, ma réaction, c'était de me dire, j'arrête tout. J'essaie de comprendre si, quand je me lève le matin et que je vais travailler, au final, je fais plus de bien que de mal. Alors, c'est une question comme ça, un peu large. Et en fait, on est passé d'une... parce qu'on discutait toujours beaucoup aussi de ces sujets-là en parallèle, on est passé d'une vision très, très étroite, où on voyait la trompe de l'éléphant en se disant c'est super, les opportunités créatives, commerciales de la XR, à se dire oui, mais en fait, il y a un problème avec les métaux, il y a un problème avec l'eau, il y a un problème avec l'énergie, il n'y a pas que les impacts environnementaux, il y a aussi des impacts sanitaires, des impacts sur la démocratie, la question des modèles économiques basés sur la collecte de données personnelles. Enfin, on a commencé en fait à dérouler la pelote. Et donc... ça, c'est une synthèse qui a été... c'est une illustration de Jordan Ancelin qui est à La Rochelle et que tu connais sûrement, qui a essayé de synthétiser ce qu'avait été le projet CEPIR. Donc CEPIR, c'est l'acronyme de cas d'étude pour un immersif responsable, parce qu'au départ, c'était un cas d'étude. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis dit, avec tout ça, j'arrête de faire de la réalité virtuelle et je vais peut-être faire des bilans carbone pour Carbone 4. Donc j'ai fait la formation bilan carbone et ça. Et je me suis dit, mais oui, mais si je suis toute seule à arrêter et que tout le monde continue et que personne fait ses liens et déroule la pelote, en fait, ça sert à rien. Et donc, j'avais une discussion avec le programmeur de la Biennale de Venise, Sélection Immersive, en disant, ça serait chouette, donc ça c'était en 2020, ça serait super si on pouvait parler du sujet, parce que quand même, il y a vraiment un sujet, il en va aussi de la résilience. C'est pas qu'une question d'impact, c'est une question de résilience pour tous les professionnels de cette filière, parce que si elle n'est pas durable et qu'elle ne dure pas, en fait, autant le savoir. Et là, on était en plein Covid, et oh là là, on a suffisamment de problèmes comme ça, on ne va pas en plus, là, parler de ça à ce moment-là. Et donc, la décision qu'on a prise avec Maurice, c'est puisqu'en fait tous les festivals refusent, parce qu'on a essayé d'en parler à d'autres festivals et c'était pas vraiment acceptable dans ce milieu-là, et à ce moment-là, en fait, on n'avait pas vraiment envie d'en parler. Donc, on s'est dit, en fait, on va créer une œuvre, on va la proposer à la sélection officielle de la Biennale, et dans cette œuvre, on va montrer à la fois tout ce qu'on peut faire de chouette avec la réalité virtuelle, en termes artistiquement parlant, mais on va intégrer dans l'installation et le projet en lui-même, et c'est une expérience qui a été présentée au Quai des Savoirs juste après Lumière sur le Quai 2022, on va montrer toutes les externalités négatives qui sont associées à la production, à la création, à la diffusion de cette œuvre. Et surtout avec un gros focus environnemental à ce moment-là. Et là, dans l'œuvre, en fait, on s'est rendu compte qu'on partait un peu d'une page blanche, qu'on avait quand même très peu d'éléments pour mesurer les impacts environnementaux de la réalité virtuelle. Il n'y avait pas de facteur d'émission, de données sur quel était l'impact, par exemple, de la fabrication d'un casque. On était dans des nouveaux usages du numérique sur lesquels, en fait, on n'avait pas beaucoup de matière. Donc, on a extrapolé à partir de téléphones portables, d'ordinateurs, ce qu'on pouvait. On a montré que, voilà, au-delà du casque, aux utilisateurs, il y avait les infrastructures réseau, les box, les data centers, les satellites, les machins, etc. Comment c'était fabriqué, utilisé, la fin de vie, ce dont tu viens de parler. Donc je ne répète pas. Et du coup, la prochaine étape, c'était de se dire, en fait, puisqu'on n'a pas ces données et qu'on n'est pas capable de mesurer les impacts de nos œuvres et de cette filière, peut-être qu'il va falloir essayer de les créer. Et donc, ça a été le début de ce projet de recherche qui a duré, on va dire, 4 ans, mais avec un financement de France 2030 qui nous a permis d'aller un peu plus vite ces dernières années. Et on a publié un certain nombre d'outils qui sont en open source sur le site du projet. Pardon, je reviens là. Donc en fait, on a fait la création de données, notamment les analyses de cycle de vie multicritères, donc pas que le critère carbone, mais aussi la consommation de métaux, sur des casques VR et les manettes. Tu peux peut-être redire ce que c'est une ACV, peut-être? Oui, pardon, c'est une analyse de cycle de vie. Donc en très résumé, là, en fait, c'était ce qu'on voulait, c'était avoir cette vision de l'éléphant du début, là, une vision assez systémique, holistique de tous les impacts, pas que sur le critère carbone, qui est celui qu'on mesure
le plus couramment et qu'on sait le mieux évaluer, mais sur voilà, multi-critères, et qui va du berceau à la tombe, donc vraiment de la fabrication des équipements, donc de l'extraction, on va dire, du cuivre, du lithium, etc., tout ce qu'il y a, les 50 métaux plus dans les casques et tout, jusqu'à la fin de vie, et avec la problématique de les limites du recyclage, la problématique de la gestion de ces déchets-là. Voilà. Et donc on a diffusé des outils, une calculette carbone, une guide de métrique et tout ça. Et le truc, c'est qu'on avait voulu en fait évaluer les impacts de la filière XR française aujourd'hui, mais on s'est dit, mais en fait, bon, c'est intéressant de savoir ce que ça a comme impact aujourd'hui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça peut évoluer à l'avenir, à horizon 2030, 2050, même si ça paraît loin sur ce type d'usage. Parce que ça va nous permettre de croiser cette information-là avec les trajectoires. Donc, par exemple, la trajectoire pour le critère carbone de décarbonation du numérique, il y en a une qui fait un peu référence à l'échelle internationale, trajectoire SBTI-ITU. On dit qu'en fait, il faudrait de baisser les émissions de gaz à effet de serre du numérique de 45% à horizon 2030. Alors on pourrait se dire que ce serait peut-être plutôt 90% à horizon 2030 si on considère que 33% de la population mondiale n'est pas connectée à Internet et que nous on est suréquipés en France, donc voilà. Il y a le Shift Project qui dit que ça pourrait être moins 30 parce qu'on a un mix énergétique décarboné. Enfin, on peut questionner la trajectoire. Mais en fait, on s'est rendu compte que donc, dans nos scénarios prospectifs, je te laisserai en parler un peu plus, et ben en fait, il y en a une bonne partie qui ne cadre pas du tout avec cette trajectoire. Et donc, ça nous a permis d'émettre des recommandations à l'attention des pouvoirs publics, des professionnels de la filière, voilà, pour faire avancer un petit peu l'état de l'art. Ouais, et ce sont vraiment, à mon sens, une qualité de livrable assez exceptionnelle, un travail vraiment très dense, très sourcé, et surtout en open source. Donc moi, j'invite tous les établissements culturels, de culture scientifique, les producteurs, artistes, etc., à vraiment aller sur ces pires. Je ne suis pas payé pour faire la promotion, je trouve vraiment que c'est un travail qui est remarquable, et dont après vous avez la main pour vous-même vous mettre concrètement les mains à la pâte, comme on dit. Amaury, peut-être tu veux nous parler des juste en mention, et du coup, en fait, juste dans la continuité de ça, derrière, en fait, le CNC, Centre national du cinéma et de l'image animée, qui finance une partie de l'audiovisuel en France, il y a eu un appel à projet France 2030, culture immersive et métaverse, avec 200 millions d'euros qui vont être alloués. Et donc, suite à ces pires, en fait, ils m'ont proposé de faire partie des experts qui évaluent les candidatures. Donc, ça commence à avoir, en fait, progressivement, on navigue et ça peut... Ouais. On parle des trajectoires avec Amaury, et puis après je vous poserai des questions sur peut-être comment le modèle est duplicable sur l'IA générative. Les trajectoires. Oui, avec plaisir. Et merci aussi pour l'invitation. C'est trop chouette chaque année de venir. Donc pour projeter un petit peu ces différents calculs qu'on a fait, se rendre compte de ce que ça voulait dire à l'avenir. En gros, la question à laquelle on cherche à répondre, c'est est-ce que la XR est soutenable et est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire de la XR et d'autres choses aussi. On a fait différents scénarios. Alors, il y a des scénarios de sobriété, des scénarios tendanciels, des scénarios de généralisation maximum. Je ne rentre pas dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans tous ces scénarios, les trois premiers, sur la gauche, le maximaliste, l'industrie et le tendanciel, sont très, très, très limites par rapport aux recommandations. SBTI, en gros, ça veut dire que si vous avez un casque VR chez vous et que vous faites de la VR, vous faites que ça. Donc vous oubliez votre ordinateur, votre tablette, votre montre connectée, votre frigo connecté, tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a que la VR. Si vous êtes dans une approche de sobriété, à l'horizon, alors je crois que c'était 2030, ça occupe la moitié de votre budget numérique. Donc il va falloir être précautionneux sur le reste. Et si vous êtes dans un scénario de renoncement, là, ça occupe une part beaucoup plus petite. C'est-à-dire que la VR est réservée à des usages pour lesquels on démontre un apport extrêmement significatif. Ça peut être de la rééducation pour des gens qui ont des problématiques médicales, ce type d'utilisation. Amaury, moi, quand la première fois que j'ai lu les trajectoires, ça m'a fait tout drôle quand j'ai vu renoncement. Je te jure, hein, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ils osent parler de renoncement. Est-ce que tu as l'impression que c'est tabou dans le milieu, et est-ce que tu as l'impression qu'il y a des scénarios, pour recoller aussi avec l'IA générative, qu'il y a des scénarios où on parle de renoncement, mais pas à défaut d'un point de vue éthique, je ne parle pas forcément des doomers ou quoi que ce soit, je parle vraiment d'un renoncement lié à la sobriété. C'est une question qui est extrêmement difficile à évoquer, parce que immédiatement, elle amène à la question de la notion de progrès. Elle questionne cette notion de progrès. Est-ce que la VR est un progrès en soi? Par définition, on a l'impression que tout progrès technologique est un progrès.
Sauf qu'en fait, on n'en est pas sûr. On ne questionne pas. Les progrès technologiques arrivent tellement vite qu'ils n'ont pas le temps d'être questionnés. Ils sont déployés. L'IA est déployée massivement aujourd'hui, mais à aucun moment on a questionné l'intérêt de ces technologies. On ne sait pas quel va être leur impact. Et on pourra en reparler plus tard. Il y a des façons d'aborder cette problématique. Mais du coup, aujourd'hui, on déploie et on réfléchit après. Et donc, parler de renoncement à un moment où c'est en pleine explosion, c'est extrêmement compliqué dans le milieu. Enfin, en tout cas, quand on a fait cette étude-là, on n'avait pas du tout un discours qui était porteur et forcément très bien vu. Parce que cette idée de renoncement, elle est contre-intuitive avec l'idée de progrès technologique. On fait et on voit après. Est-ce que peut-être comment toi tu te positionnes? Je sais que tu as une position très particulière par rapport à ce scénario de renoncement. Je me permets quand même de poser la question, qu'est-ce que toi tu en fais personnellement, puisque tu as pris une direction un peu atypique? Oui, donc moi, à titre personnel, j'ai fondé un studio qui fait de la VR, de la XR et tout ça, qui se développait pas mal. J'étais très content de ça, sauf qu'à un moment donné, la dissonance était beaucoup trop forte. Et donc moi, j'ai pris la décision à titre personnel l'année dernière de quitter ma propre entreprise, en fait. Donc j'ai trouvé un repreneur et du coup maintenant je me consacre à ce que sont toujours des projets audiovisuels mais moins numériques et qui sont orientés vers les nouveaux récits. Et du coup comment on peut imaginer un futur désirable et qui soit compatible avec les limites planétaires, qui est un petit peu le thématique du jour. Donc après c'est une réponse qui est très personnelle. Je ne suis pas du tout en position de donner des leçons. Landia l'a dit, on a pris énormément l'avion aussi auparavant, en étant beaucoup moins conscientisé, donc c'est vraiment plus un chemin. Donc je suis pas là non plus pour expliquer aux gens qu'il faut absolument tout arrêter tout de suite et qu'il faut faire comme moi. Moi j'ai pris cette décision personnelle. Maintenant, au regard des informations dont vous disposez, faites le choix qui est le vôtre. Moi ça a été le mien. Je te laisse poursuivre peut-être sur les trajectoires si tu le souhaites. Oui, alors pour rendre ça un petit peu plus palpable, on a essayé d'imaginer à l'horizon 2030 et 2050 ce que représentait le budget ici de quelqu'un d'un petit peu connecté. Donc il a un ordinateur portable, il a un smartphone, un ordinateur avec lequel il fait du jeu vidéo ou de la génération d'images ou du montage vidéo, une télévision et un casque VR. Il n'a pas de tablette, il n'a pas de montre connectée, il n'a pas de frigo connecté, il y a tout un tas de trucs qui sont déjà pas là. Et si vous voyez le petit chiffre en bas à droite, on est déjà à 379. Donc en 2050, ça passe pas. En 2030, ça passe pas. Et chose intéressante, en 2020, ça passe pas non plus. En fait. Donc quand vous êtes à ce niveau de geekitude qui est modéré, vous êtes déjà au-dessus de ce qu'on pourrait se permettre en théorie à titre individuel. Du coup, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui peut rentrer? Et donc, à l'horizon 2030-2050, si vous avez un ordinateur portable et un smartphone que vous les faites durer respectivement 5 ans et 4 ans, là, vous êtes à 49, ça passe, ça rentre. Donc, il vous reste de la marge de manœuvre. Vous pouvez faire un peu d'IA, vous pouvez faire potentiellement un peu de XR si ça perdure. Vous avez un petit peu de marge de manœuvre par rapport à ces choses. Avec quand même, moi, j'ai une vraie interrogation sur l'IA générative, c'est-à-dire qu'on la considère presque comme un média à part. Alors que quand même, la direction que ça prend, de mon point de vue, j'ai l'impression, c'est quand même une convergence des médias. C'est-à-dire, ça sera peut-être difficile dans les années prochaines de dissocier la XR de l'IA. Ça sera peut-être difficile de dissocier, je sais pas, les jeux vidéo de l'IA. En fait, l'IA, j'ai l'impression que c'est la convergence des médias, tout simplement. Est-ce que vous avez, vous, cette impression-là? Et du coup, est-ce que ça rend le calcul encore plus complexe sur l'IA générative? Vincent le disait, le calcul est extrêmement complexe parce que si demain il y a une technologie qui baisse les émissions de 95%, forcément c'est très difficile à anticiper. Donc le calcul il est vraiment complexe. Ceci étant, il faut distinguer le médium, donc le support, on va dire, la VR, la télévision, les séries télé, le cinéma, le théâtre, des technologies qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, l'IA c'est un outil. Elle a la spécificité de peut-être permettre un jour de devenir un médium en soi. C'est-à-dire que peut-être que dans un futur proche ou pas si proche, vous allez pouvoir dire à votre Siri « Oh, je me sens pas bien ce soir, j'aimerais que tu me fasses un film avec tel acteur, telle actrice qui me raconte un truc rigolo avec des chats. » et puis j'aimerais jouer dedans. Et puis j'aimerais qu'il y ait ma grand-mère parce que j'ai pensé à elle dernièrement et voilà, elle est morte il y a 6 mois et j'aimerais bien la revoir.
Non, mais ça devient très glauque, hein, mais il y a des IA qui font ça. Et donc, il va vous générer en quelques secondes un film avec votre acteur, votre actrice préférée, vous-même dans le rôle je sais pas, la personne qui apporte le journal, et votre grand-mère qui va être là et qui va pouvoir parler, et il va vous générer ce film-là juste pour vous. Donc c'est porteur en soi d'une possibilité de devenir un médium aussi. C'est ça qui est complexe dans ta question. Donc je ne sais pas forcément comment bien répondre. Aujourd'hui, c'est principalement utilisé comme un outil par les créateurs de contenu de tout type, mais c'est porteur de cette médiumisation, on va dire. Vincent, tu as envie d'essayer une réponse sur ça? Outre le fait que ce qu'il vient de dire n'est absolument pas de la science-fiction, absolument pas. C'est clair, hein, c'est la réalité, quasiment la réalité aujourd'hui. La deuxième chose, si déjà c'était complexe, je vais rajouter voilà. À la limite, ce dont on est en train de parler, c'est presque le plus simple à calculer. Mais dès que vous rajoutez les impacts indirects, de par exemple savoir ce que ça peut éviter, je reprends l'exemple de la génération d'une image ou d'une campagne publicitaire sur Tahiti Douche, ce que vous voulez, qui normalement vous amenez toute une équipe à l'autre bout du monde pour aller filmer 30 secondes d'images de rêve, etc. Et que vous remplacez ça par 2 heures de calcul un peu intense pour faire une séquence vidéo réaliste d'intelligence artificielle d'un mec qui va se prendre une douche sur la plage, ben là le bilan il est complètement différent. Donc c'est les impacts directs, oui, mais pour remplacer quoi? Donc là, on est sur une question d'équilibre. Et puis admettons, donc ça c'est impact direct, impact indirect. Et puis le troisième type d'impact, c'est, imaginons, je réduis de 90% le temps nécessaire à la réalisation d'une campagne de publicitaire parce que je n'ai pas à me déplacer, parce qu'il me suffit d'écrire ce que j'ai envie, etc. Je diminue de 90% le temps. Voilà. Je fais quoi des 90% restants? Si je fais rien, je peux considérer que je suis non pas un renoncement, mais je renonce à prendre l'avion au profit d'une intelligence artificielle. Mais si je profite de ces 90% pour en faire encore plus, ben là j'ai ce qu'on appelle l'effet rebond. Le fameux mythe de la productivité, justement. Voilà. Et donc, en fait, on est sur une vraie problématique avec une capillarité qui est hallucinante. J'ai déjà du mal à calculer les effets directs. Si en plus je dois rajouter les effets indirects, c'est quasiment au cas par cas. Et sociétalement parlant, quand j'inclus les effets rebonds, là, on est sur des choses... Enfin, c'est hyper complexe. Amaury, je vais te laisser poursuivre sur l'IA et il va nous rester peut-être 3-4 minutes encore, c'est peut-être 5 minutes pour cette table ronde. Sur ces... Ouais, on peut parler plein de choses, donc il faut qu'on sélectionne un tout petit peu. Je vais vous poser une question très concrète. Le travail exemplaire que vous avez fait avec Sepir, est-ce qu'il est duplicable sur l'IA générative? Et s'il était duplicable, comment, dans quel cadre, dans quel périmètre? Comme disait Landia, nous, vraiment, on est passé dans notre approche de créateur, on est passé dans une approche conséquentielle. C'est-à-dire qu'on a envie de comprendre toutes les conséquences de notre travail. Et aujourd'hui, on utilise l'IA dans notre pratique de travail, pratique artistique et pratique de production de contenu. Et forcément, on fait le même effort d'essayer de s'intéresser à tous les impacts. Alors, ils sont nombreux, ils sont extrêmement difficiles à détourer. Donc là, pour la XR, on commençait à avoir une réponse un petit peu plus précise. On pouvait se dire, OK, c'est à peu près ça l'impact. Le type de miniaturisation, la trajectoire, c'est à peu près ça. Donc on arrivait à faire des prospectives et à se projeter. Sur l'IA, c'est extrêmement compliqué. Il y a très peu de chiffres. La plupart sont secrets. Il y a quelques papiers qui estiment qu'entre un volume de 10 à 50 requêtes, ça consomme 500 ml d'eau à peu près. Il y a très peu de papiers scientifiques qui sont un peu contestables parce qu'ils ont aussi très peu de données. Donc, faire le même exercice est réplicable, mais avec un degré de précision assez faible et des prospectives encore plus faibles. Donc, c'est très compliqué. Mais par contre, j'encourage tout le monde à avoir cette même démarche conséquentielle, de se demander quelles sont les conséquences de ce qu'ils font et à quoi ils participent et quel futur ils amènent en faisant ce qu'ils font.
Est-ce que ce qui est difficile sur l'IA générative, c'est aussi cette dimension mondialisée d'une certaine façon, où quand on parle de l'XR, de casque, évidemment on a une production mondiale, c'est évident, mais on reste quand même sur typiquement un équipement que vous avez démonté dans le cadre des ACV. Là je parle des casques, hein, parce que c'est pas obligatoire. Moi, ce que vous m'avez appris, c'est que c'était pas obligatoire de faire des ACV quand on est fabricant. Vous l'avez fait, vous avez quand même pris ça en anonymisant les noms pour pas avoir de problème. Mais sur une IA, c'est compliqué parce qu'on est vraiment sur des échelles, pour le coup, des échelles de production au niveau mondial où le centre, le data center est très, très loin et on ne peut pas vraiment mettre les mains dedans, y compris sur les modèles propriétaires. C'est ça qui rend aussi l'équation compliquée. Ouais, en grande partie. Et quand tu le citais tout à l'heure, les entreprises d'IA aujourd'hui commencent à investir dans des producteurs d'énergie. Donc, Sam Altman, le patron d'OpenAI, demande à l'État américain de construire plus de centrales nucléaires. Ils investissent, non, c'est pas des blagues. Ils investissent eux-mêmes dans des centrales nucléaires. Ça donne une idée de la magnitude des projets. Comment on évalue ça? Comment on n'a pas accès aux données d'entraînement? On n'a pas accès au nombre d'ordinateurs, de serveurs qui font tourner. On ne connaît pas la complexité des LLM qu'ils utilisent. On a zéro info. Donc, au mieux, on peut faire des estimations floues qui ne donneront pas grand-chose. Et comme il n'y a aucune régulation d'aucune sorte, ils ne sont contraints absolument à rien. C'est un secret industriel. Fin de l'histoire. Ouais. Et puis, il y a aussi une problématique qui est la puissance des dynamiques en jeu. Et ça, on avait fait une petite slide sur ça parce que c'est un des trucs qui nous alarme en fait vraiment. Donc, par exemple, on avait fait une slide en disant voilà toutes les raisons pour lesquelles l'IA est bonne pour la planète. Parce que dans les milieux un peu sensibilisés aux questions environnementales, on a parfois cette perception-là. Et donc, voilà tout ce que ça peut permettre en optimisation, voilà, en réseau intelligent, en percée scientifique et tout. Mais en fait, il y a une question sous-jacente qui est d'où viennent ces idées. Et en fait, quand on creuse un peu, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'environnement, c'est un sujet qui est prioritaire pour les décideurs, pour les consommateurs, pour les ONG, pour les think tanks, voilà. Et que les grandes entreprises technologiques, je ne sais pas pourquoi c'est une ancienne slide, mais en fait, c'est les 5 entreprises les plus valorisées au monde en capitalisation boursière. C'est en 1, je pense, Apple, en 2, Nvidia, en 3, Microsoft. Nvidia qui était au fond du trou il y a encore quelques mois, donc on voit aussi que ça va vite sur le... Et une grosse partie, ils tiennent une grosse partie de leur valorisation de leur positionnement sur l'intelligence artificielle et le cloud computing. Donc en fait, c'est des entreprises qui ont une puissance marketing hallucinante et qui peuvent diffuser les idées qu'ils ont envie de voir circuler dans l'espace public, les conversations qu'on doit avoir, et marginaliser les critiques ou détourner l'attention, en tout cas, de certains sujets qui n'iraient pas dans le sens de leurs intérêts. Et du coup, ils vont avoir évidemment tendance à se positionner comme des alliés de l'environnement. L'IA est une technologie verte et eux, c'est des leaders éthiques et innovants. Et donc, parce que c'est ce qui permet d'obtenir un soutien public politique, des financements, enfin des subventions, et d'éviter des régulations qui seraient contraignantes. Et c'est vrai que nous, à côté de ça, c'est vraiment, on est un peu les activistes de la paix face à l'armée américaine, quoi. Et on n'a pas du tout, il y a une inégalité de moyens qui fait que ça va être très compliqué de... Et c'est aussi la mission, du coup, ici, avec le Quai des Savoirs, etc. Comment est-ce qu'on crée de l'esprit critique par rapport à ça? Comment est-ce qu'on empower les gens pour qu'ils s'emparent de ces sujets? Et comment est-ce qu'on essaie de contrer un petit peu ces récits qui vont circuler beaucoup plus massivement, quoi. Et si on peut peut-être une 30 secondes, la dernière slide qu'on avait préparée, c'est que derrière tout ça, en fait, ce qui se joue, c'est la dynamique des... On avait plein de slides. Mais ce qui se joue derrière, c'est vraiment cette dynamique des récits. Et du coup, quels récits sous-tendent les investissements massifs, l'orientation vers l'IA, tout ce qu'on observe en fait de ces grandes entreprises et de ces États. Aujourd'hui, les principales idéologies qu'on a identifiées, ça va être le capitalisme technologique, donc le technosolutionnisme et l'enrichissement par la technologie qui permet de démultiplier les marchés et les profits extrêmement rapidement. Le déterminisme technologique, c'est que de toute façon, la technologie est un progrès, donc ça ne sert à rien de la questionner, il suffit de la poursuivre et tout va bien se passer. Le singularitarisme, qui est l'atteinte de la singularité, le moment où l'IA devient suffisamment intelligente pour se programmer elle-même, c'est-à-dire qu'elle va dépasser dans des facteurs incommensurables l'intelligence humaine. Et donc, tel le sauveur, elle va résoudre l'intégralité des problèmes de l'humanité. C'est un pari audacieux. Donc, ils considèrent tous que l'IA est un progrès inévitable et qu'il faut y aller le plus vite possible. Et puis, on peut parler du transhumanisme aussi, qui est une idéologie sous-jacente. Et aujourd'hui,
la Silicon Valley en particulier réfléchit vraiment au futur de l'être humain sur la thématique du life on chip. C'est-à-dire que notre enveloppe corporelle, elle est quand même très gênante, elle nous fait souffrir, elle est parfois pas pratique, elle attrape des maladies, c'est quand même énervant, elle meurt, c'est quand même très dommage. Alors que si on transfère tout ça sur une puce de silicium, bah hop, on se débarrasse de toutes ces contraintes et on ne peut devenir qu'un être de pensée qui aura mergé avec une IA générative surpuissante. C'est quand même formidable comme vision. Peut-être pas pour tout le monde, il faut quand même que le système puisse tourner, donc ça, c'est pas pour tout le monde. Je dors bien la nuit, sinon. Mais donc voilà. Donc si on émet si on a quelques doutes par rapport à ça, notamment l'envie de garder une planète habitable entre-temps, on n'a pas beaucoup de solutions à part développer des nouveaux récits, appliquer ce qu'on applique le principe de précaution, c'est-à-dire évaluer une technologie avant de la déployer massivement, et puis à notre échelle, discuter entre nous et se poser la question de savoir quel est le récit vers lequel on a envie d'aller. Ça sera malheureusement le mot de la fin sur un sujet où, vous l'avez compris, on pourrait vraiment s'étendre et passer des semaines et des semaines parce que c'est vraiment essentiel. Je vous recommande quand même, puisqu'on a parlé pas mal à la fin des imaginaires, d'aller visiter l'une des autres installations qui est sur le quai du Néo Consortium, qui travaille vraiment sur cette dimension capitaliste et technosolutionniste. Et pour le reste, je remercie les invités et je vous souhaite une bonne journée, un bon festival.